Bonjour à tous, c'est le Salon Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parlera de l'équipage du futur roi des pirates sur Elbaf. Elbaf est principalement connu comme étant le pays des géants. Les guerriers d'Elbaf sont reconnus pour leur force et leur esprit de combat. Pour Elbaf, les inspirations sont nordiques. La mythologie nordique étant très liée au pays. Les noms des géants, les éléments culturels et plus encore. L'équipage ira bientôt sur Elbaf et l'auteur a préparé pas mal de choses pour l'arc. Rencontre avec Odin le roi des géants. Rencontre avec Gaban de l'équipage du roi des pirates. Obtention d'artefacts légendaires. Préparez-vous à découvrir les événements d'Elbaf. Petit sponsor et on voit tout ça en détail. J'ai l'immense honneur de vous parler du sponsor de cette vidéo, Tower of God New World, le jeu mobile 3D basé sur le webtoon du même nom. J'aime beaucoup l'œuvre et c'est un plaisir pour moi de vous parler du jeu. Tower of God New World a un gameplay porté sur le combat stratégique et la création d'une équipe. C'est tout ce qu'on aime, on recrute et on combat. Les pouvoirs ont un rôle important dans le jeu, les classes aussi, et c'est un pur banger. L'animation est de haute qualité, la bande son est très belle et il y a beaucoup de persos à débloquer, environ 70, ce qui est énorme. Les persos sont tous différents, il y a des SSR, des SSR+, les couleurs sont différentes, les classes sont différentes, retrouvez des guerriers, des mages et même des tanks. Le jeu garantit un perso SSR à 100% au bout de 100 tirages, et un SSR+ garanti tous les 200 tirages. Vous pourrez créer une équipe de fous furieux pour gagner les combats, pour faire les events, et plus encore. Il y a énormément de récompenses d'événements quand vous jouez. Rejoignez-moi sur Tower of God New World. Téléchargez le jeu directement via la description, créez la meilleure équipe et rejoignez des millions de joueurs. Sur Elbaf, il y a une culture du duel. Les géants valorisent l'honneur et les duels. Dory et Broggy ont combattu pendant des décennies alors qu'ils sont amis. Elbaf est surnommé comme étant le pays le plus fort du monde. Il a déjà été mentionné pas mal de fois et il est très attendu pour beaucoup de raisons, dont le lien très fort qu'il y a entre le pays et les Mugiwara. Elbaf est déjà lié à trois Yonko. Big Mom, de par son histoire, son enfance et sa relation conflictuelle avec les géants, Shanks qui est l'ami des géants et qui affronte Kid devant, et enfin Luffy qui les connaît, qui a Shanks comme mentor, etc. Après Onigashima, on aurait pu avoir Elbaf, mais l'auteur ne l'a pas fait. En fait, il nous emmenait sur Egghead, l'île du futur, avec Vegapunk, le meilleur scientifique au monde. Egghead est un arc important pour l'œuvre en général, car l'équilibre du monde est menacé, avec le SSG et Mother Flame. Mother Flame qui détruit tout, et le SSG qui remplace Mihawk, Doflamingo ou encore Hancock. Les Shichibukai ont été abolis, donc la marine s'est retrouvée sans eux. Sauf que Vegapunk a créé le SSG, des séraphins, d'incroyables guerriers hyper résistants avec des pouvoirs de fruits et d'amiral. Sur Egghead, on a eu le CP0, la marine, un amiral, Saturne. Jamais un doyen n'avait quitté sa place. Pourtant, il le fait pour Egghead. On a donc un arc très important où il se passe beaucoup de choses. En parallèle, on a eu Garp, héros de la marine, qui a perdu sur la ruche, après avoir combattu les pirates de Teach, Shilou et Kuzan. On a eu Shanks qui a détruit Kid, Barbe Noire qui a battu l'eau. Ces derniers mois, on a eu beaucoup de choses au niveau des différents chapitres. Mais dans le dernier, on a une amie qui parle à Vegapunk. Le log pause n'a pas fini de charger, mais on doit pouvoir suivre une destination qu'il a enregistrée. C'est au nord-est. Et là, Vegapunk nomme l'île, Elbaf. La réaction de Luffy et Usopp est importante, car on a les deux qui hurlent, l'île des géants. On va enfin y aller, depuis le temps qu'on en rêve. L'auteur met donc en évidence que les deux rêvent d'y aller depuis longtemps. Les Mugiwara vivent avant tout une aventure. Et quand on fait une aventure, on explore, on a de grands rêves, de moins grands rêves. Aller sur Elbaf est un rêve comme un autre. Les rêves de chacun entrent en compte, les objectifs également. Et là, on a deux Mugi qui rêvent d'y aller, le capitaine et le canonnier. D'ailleurs, ils chantent tous les deux, là-bas ils sont tous énormes, normal, c'est des géants. Après que Shanks ait massacré Kid, Luffy va donc y aller. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup à dire sur Elbaf. Et tout d'abord, parlons d'un fait important. Le pays est surnommé le plus fort du monde. Big Mom a dit qu'il aurait pu écraser Kaido, Shanks et même Barbe Blanche. On note donc que l'auteur a très tôt mis en évidence l'importance du pays. C'est le pays le plus fort du monde. Il est donc compliqué à annexer, même pour une très grande force militaire. Les pertes seraient bien trop conséquentes. C'est l'île des géants. Quand on imagine une armée de géants, on comprend pourquoi c'est le pays le plus fort du monde. Imaginez un peu une armée de géants. De base, un géant est bien plus fort qu'un homme. Un géant entraîné est bien plus fort qu'un soldat entraîné. Maintenant, imaginez une armée. On voit bien qu'après l'arc Onigashima, l'auteur peut encore nous faire des îles impressionnantes. Après une flotte de la marine, un amiral, un doyen, le SSG et le CP0, on peut avoir un pays extrêmement dangereux qui est Elbaf. Shanks est ami avec des géants du pays. On a donc un lien très étroit, ce qui fait qu'on a beaucoup d'options, de scénarios. Shanks se dit que ce sont de vieux amis. Il est dans un bar et personne n'est hostile à son égard. Les géants l'appellent mon frère. Mais avant de reparler de lui, parlons de quelque chose d'important. Actuellement, on connaît Loki. Il avait demandé la main de Charlotte Laura. Donc, on devait avoir une alliance via un mariage. Whole Cake et Elbaf. Sauf que Laura a refusé. Ce qui importe vraiment, c'est qu'on a une alliance entre deux entités. Sauf que Loki n'est pas le roi des géants. Loki est le prince des géants. Le véritable chef d'Elbaf n'est pas Loki.
c'est le roi d'Elbaf. L'intérêt de faire de Loki un prince, c'est qu'on a un roi qu'on ne connaît pas encore. Quand on parle de mariage avec alliance, on parle de parents qui marient leurs enfants. C'est un mariage arrangé pour créer une alliance entre deux camps, comme avec Big Mom et Judge, pour Sanji et Pudding. Le mariage scelle une alliance, et pour Elbaf, on avait Big Mom et le roi d'Elbaf. En plus de préparer beaucoup de géants, eh bien l'auteur a préparé le roi du pays le plus fort du monde. Elbaf est un pays légendaire. C'est un pays où la puissance est importante. Donc le père de Loki peut être extrêmement fort. Loki peut également être fort, mais ce n'est pas obligatoire, dans la mesure où Loki est avant tout le fils du roi. Ce qui importe réellement, c'est le roi, le patron. À vrai dire, il pourra avoir n'importe quel niveau de puissance, car il n'entre pas dans un quelconque équilibre. L'équilibre du monde n'a rien à voir avec Elbaf. Et là on parle du roi des géants. Il a un statut particulier, car c'est littéralement le chef du pays le plus fort du monde. C'est le chef d'un pays où la puissance est importante. On a donc un homme qui est potentiellement extrêmement fort. Maintenant, parlons de Loki. Loki est en référence au dieu nordique. Il est le fils du géant Farboti et Lofei. Le nom de son père veut dire « celui qui frappe dangereusement ». Il signifie également « la foudre ». Mais s'il est bien une chose que l'on sait dans l'œuvre, c'est que l'auteur ne fait que s'inspirer, et il fait des références. Il n'adapte pas les mythologies. Donc, au niveau des noms, il fait ce qu'il veut. On a par exemple Uranus, Pluton, Poséidon, de mythologies différentes. Il ne se limite pas à une seule mythologie, il fait ce qu'il veut. Donc, le roi d'Elbaf pourrait être Farboti ou pas. Il pourrait par exemple le nommer Odin, l'une des principales divinités nordiques. Loki, le dieu de la ruse, de la discorde, de la malice, du mensonge. Il est donc lié à Usopp, membre de l'équipage de Luffy. Usopp, l'homme qui combat avec la ruse, l'homme qui ment, l'homme qui est malicieux. A contrario, le père de Loki symbolise la puissance, l'homme qui frappe dangereusement. Depuis le début, Usopp parle de son rêve, devenir un grand guerrier de la mer. Les histoires des guerriers qu'il a entendus l'ont inspiré. Sur Little Garden, il a rencontré Dory et Broggy, deux géants d'Elbaf, qui ont combattu pendant longtemps, pour leur honneur de guerrier. Leur bravoure et leurs principes ont profondément impressionné Usopp. Yasopp est un commandant de Shanks. Shanks qui côtoie les géants. Des géants d'Elbaf pourraient parler de Yasopp à son fils. Son fils qui est fier de son père. Le lien entre Elbaf et Usopp réside donc dans l'admiration qu'il a pour les vaillants guerriers d'Elbaf et dans son désir de devenir un grand guerrier des mers. De plus, l'auteur met en évidence le fait qu'Usopp rêve d'y aller. On pourrait donc avoir un lien entre Loki et Usopp, mais également un lien entre le roi des géants et Luffy. Usopp pourrait avoir une importance particulière avec une probable amitié avec le prince, pendant que le capitaine, donc Luffy, aurait un lien particulier avec le roi. Usopp peut utiliser un marteau durant ses combats. Pas un vrai marteau, mais une tactique pour tromper. Pendant le combat, il prétendait avoir un marteau de 5 tonnes. Il parlait également d'un marteau de 10 tonnes, qui n'était qu'un ballon gonflé, et sortait leur barque contre Perona. Perona avait eu l'équipage, avec ses négatives holo, un pouvoir extrêmement performant. Franky, Sanji, Zoro et Luffy, qui avaient battu Fukuro, Jabura, Kaku et Lucci, ne pouvaient pas y résister. Mais la négativité d'Usopp l'a aidé, et il utilisait un marteau. Le marteau est donc à la fois un gag et un outil efficace. Elbaf, mythologie nordique. Et dans la mythologie nordique, il existe justement un marteau légendaire. Mjolnir, le marteau du dieu de la foudre et du tonnerre. Elle symbolise la protection de l'univers contre les forces du chaos. On parle d'un marteau légendaire. Usopp pourrait donc l'obtenir directement sur Elbaf. Il aurait un marteau avec un pouvoir particulier qui peut modifier le poids de l'outil. Le gag se change en réalité, comme ces mensonges qui se changent en réalité. Il n'a pas eu de vrai combat durant l'arc Onigashima. Pas de power-up. Il pourrait y remédier avec Mjolnir, un marteau ou une nouvelle arme longue portée. D'ailleurs, le roi d'Elbaf ou Loki pourrait très bien voir Mjolnir. Maintenant, parlons d'une légende du monde de One Piece, Scooper Gaban, le deuxième commandant du roi des pirates. Dans la vidéo précédente, je parlais de l'importance du deuxième commandant et du lien concret, direct et fort qu'il y a entre le deuxième et le premier. Malheureusement, on n'a pas grand chose sur Gaban, mais faisons comme avec Sanji, parlons du premier commandant pour en apprendre plus. Mais avant, laissez-moi vous dire quelque chose. Et si je disais qu'il était possible que Gaban soit actuellement plus fort que Rayleigh? Que me répondrait une majorité? Eh bien que c'est impossible. Or, c'est possible et je peux le prouver. Le deuxième commandant est très proche en termes de puissance avec le premier. Or, nous savons que Rayleigh est inactif depuis 20 ans. Imaginez un peu que Gaban est quant à lui combattu, qu'il se soit entraîné pendant 20 ans. On aurait un homme qui est plus fort que Rayleigh. Et je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible. Pour l'instant, c'est probable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Rayleigh est un pirate légendaire que les plus grands connaissent et estiment. Quand un amiral le voit, il dit qu'il lui faut un plan pour le vaincre. Tout pirate doit payer pour ses crimes. Surtout pour un pirate de l'équipage du roi des pirates. Donc, il faut que je t'arrête, mais il me faut un plan pour t'arrêter. On ajoute à ça les mots de Garp, Teach, et le fait que la marine ne le dérange pas alors qu'elle connaît ses localisations, et on comprend qui est Rayleigh, le roi des ténèbres. Gaban est donc son équivalent, dans l'hypothèse où Gaban ne fait rien depuis 20 ans. Dans le cas contraire, il est supérieur. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'un des hommes les plus puissants du monde. Et dans quel pays est-ce que la force est privilégiée? Dans quel pays respecte-t-on les puissants?
Elbaf. L'équipage de Luffy a rencontré Rayleigh sur l'archipel, puis il a entraîné Luffy. L'équipage pourrait très bien voir Gaban sur Egghead ou Elbaf. De plus, comme dit plus tôt, Shanks est lié à Elbaf. Il parle aux géants, ce sont ses amis, etc. Donc, Gaban qui connaît Shanks peut très bien être ami avec les géants. On parle d'un commandant du roi des pirates, Goldie Roger. C'est le lieu idéal pour lui. Les Mugiwara pourraient donc rencontrer le légendaire commandant de Roger, un commandant qui combat avec des haches. Ce qui n'est pas anodin. La hache est un outil qui est très présent dans la mythologie nordique, et les gens l'utilisent beaucoup. La hache occupait une grande place dans la vie d'un viking. Il l'utilisait pour couper du bois et pour de multiples tâches quotidiennes. Les vikings l'utilisaient pour piller et combattre. Shanks a pu en profiter pour voir Gaban. On sait qu'il a parlé à Rayleigh parce qu'il lui a dit que Luffy avait dit les mots de Roger. Il a très bien pu voir l'autre commandant pourquoi pas, lui parler de Luffy. Maintenant parlons de Luffy. Tout le monde sait qu'il y a un lien très fort entre lui et Roger. Il veut devenir roi des pirates, ce qu'est devenu Roger. Au niveau combat, Roger avait une épée. Luffy n'a quant à lui pas d'outil. Et quand on regarde les plus puissants du monde, même ceux qui ont mangé un fruit ont un outil. Épée, kanabo ou autre. Pour Luffy, l'auteur s'est inspiré de Sun Wukong, le dieu singe. Sun Wukong avait le bâton de bon plaisir Cercle d'Or, aussi connu sous le nom de Ruibang, qui est un bâton légendaire. L'auteur pourrait utiliser le baf pour que les Mugiwara aient des outils légendaires. Quoi de mieux que des outils légendaires pour l'équipage qui sera au sommet du monde? On pourrait nous introduire le ou les meilleurs forgerons du monde. Des forgerons légendaires ont pu laisser leurs chefs-d'œuvre et pourquoi pas leurs ultimes chefs-d'œuvre sur l'île. Les Mugiwara pourraient donc obtenir les meilleurs outils que le monde a à offrir. Zoro avec une épée, Usopp avec un marteau ou un outil longue portée. Nami pourrait améliorer son bâton avec de nouveaux matériaux. Luffy pourrait enfin voir son outil. Quand Roger a rencontré Rayleigh, il n'avait pas d'épée. D'ailleurs, on l'a déjà vu avec épée et pistolet. Dragon est lié à Elbaf de par le flashback avec Vegapunk. Durant le flashback, on a pu voir les géants récupérer les livres, et Dragon était sur Ohara. Vegapunk est également là, et il a affirmé qu'il était parti sur Elbaf, pour lire les livres. Elbaf est aux antipodes de Egghead, car Egghead symbolise le futur, tandis que Elbaf symbolise le passé, avec les vikings et la mythologie nordique. Mais l'auteur fait une connexion directe via Vegapunk, qui est allé sur Elbaf, et qui se dirige actuellement sur Elbaf. Il a utilisé ses connaissances pour faire de Egghead une île futuriste, mais on peut se demander s'il repartira sur Elbaf. Pour répondre, il faut s'interroger sur l'utilité, l'importance, le but, le pourquoi. Il pourrait mettre sa science au service d'Elbaf, mais le pays ne veut sûrement pas de cette technologie. Les géants vivent selon des rites anciens, et l'intérêt d'Elbaf est justement d'avoir un pays différent. Vegapunk cherche avant tout la sécurité. Il veut quitter Egghead le plus vite possible. Et Elbaf est justement le pays le plus fort du monde. Donc c'est le pays parfait pour qu'il soit en sécurité. Sauf qu'il ne faut pas oublier Dragon qui est lié à Vegapunk, et qui a besoin de plus de force pour son mouvement. Le seul problème est Mother Flame qui pourrait, dans l'absolu, détruire n'importe quel endroit où se trouve Vegapunk. À moins qu'il ne sache comment désactiver Mother Flame. À moins que l'on ait une limite de portée. Mais quoi qu'il arrive, Vegapunk est le créateur. Et sa création a causé la fin de beaucoup d'innocents. On parle d'un massacre. Et Dragon est actif, entre autres, pour éviter les massacres. Vegapunk pourrait donc, en guise de rédemption, travailler avec Dragon pour en finir avec le GM. Un GM qui n'a pas hésité à lui envoyer du monde pour lui ôter la vie. Tout l'intérêt d'Egghead est de faire en sorte que le GM ne soit pas avantagé, avec les connaissances et découvertes de Vegapunk. Mother Flame est un élément trop dangereux. Il pourrait même détruire les bases de Dragon. Demandons-nous si Vegapunk peut perdre la vie. Le problème c'est que Vegapunk symbolise une lueur d'espoir. Pour le monde. Il veut offrir de l'énergie au monde. Il fait avancer le monde. Il pourrait mettre un terme à différents problèmes au niveau mondial. Sécurité, famine ou autre. Si Vegapunk perd la vie, c'est une trop grande perte pour le monde. Il a dit à Dragon qu'il voyait sa fin arriver, mais Dragon lui a dit d'arrêter de dire n'importe quoi. La réaction de Dragon est émotionnelle, de par le fait que Vegapunk est son ami, mais Dragon est également rationnel, dans la mesure où il connaît sa valeur. Il a forcément des plans pour le futur de Vegapunk. Il sait que c'est une aide inestimable. D'où le fait qu'on le verra bientôt. Dragon pourrait bouger au chapitre 1100 comme on l'a déjà vu. Ou alors, il peut venir avant sur Egghead. Mais quoi qu'il arrive, c'est son moment. Il est lié à Vegapunk, à Elbaf, à Luffy. L'arc peut changer l'équilibre du monde. Le GM à Mother Flame. Sabo s'est illustré. Morley, Karasu, Lindeberg se sont illustrés. C'est à son tour. Dans le chapitre 714, Erujin dit qu'il veut devenir le roi des géants. Donc, il existe bien un roi, comme dit plus tôt. Un roi qui pourrait être Odin. Mais au fond, pourquoi Odin? Mis à part la symbolique de son nom. Odin est considéré comme le dieu suprême du panthéon nordique. Odin est le dieu de la sagesse, de la guerre, de la poésie, de la magie, de la mort, de la prophétie. Il est souvent représenté avec une longue barbe et un seul œil. Avec sa femme Frigg, il a eu plusieurs enfants, dont le fameux Thor, qui avait Mjolnir. Dans sa quête de sagesse, il a sacrifié un de ses yeux à la source de Mimir en échange de la connaissance. Deux corbeaux l'accompagnent souvent, Udien, la pensée, et Munin, la mémoire. Il vole à travers le monde pour lui rapporter les nouvelles. Il est également associé à deux loups.
Guéry et Fréki. Si l'auteur s'inspire d'Odin, en plus du nom du roi d'Elbaf, alors on pourra avoir la garde rapprochée du roi en référence à Udgin, Munin, Guéry et Fréki. Les livres d'Ohara ont été amenés sur Elbaf. Même Vegapunk se demande pourquoi est-ce que les géants font ça. Il s'interroge même, est-ce qu'ils comprennent la valeur de ces livres? Eh bien oui, justement. Pourquoi? Eh bien parce qu'Odin est le dieu de la connaissance. Odin est constamment à la recherche de connaissances. Et ce n'est pas tout. Il s'est pendu à l'arbre monde Yggdrasil pour avoir les pouvoirs des runes. Et quand on a vu Elbaf, on a vu un énorme arbre en référence à Yggdrasil. Il est resté suspendu 9 nuits, sans manger ni boire, en quête de sagesse. Au bout de cette période, il a eu une révélation et a acquis la connaissance des runes. Les runes servaient de système d'écriture pour les peuples germaniques et nordiques. Elles ont été utilisées pour enregistrer des événements, des histoires, des propriétés, des lois et d'autres informations. Exactement comme sur les poneglyphes. Odin paie un prix élevé pour cette connaissance, ce qui souligne l'importance des runes. Les runes ne sont pas que de simples caractères alphabétiques. Elles sont considérées comme des symboles de sagesse et de connaissances secrètes, comme sur les poneglyphes. Les runes occupent une place centrale dans la culture des peuples nordiques. Voilà en quoi l'auteur a pu s'inspirer d'Odin, le roi des géants, le roi d'Elbaf, le pays le plus fort du monde. L'équipage des Mugiwara a atteint le niveau global d'un équipage d'empereur. Mais malheureusement, des membres n'ont pas encore eu de vrais combats, et pas non plus de confirmation de niveau. Je pense à Usopp, Brook et Chopper. Ces membres-là pourraient combattre sur Elbaf pour valider leur niveau de puissance en fonction du poste, car il faut qu'on ait un équipage équilibré. Il faut un schéma parfait de puissance dans l'équipage. Il ne faut pas que des vies soient bien trop faibles. On pourrait donc avoir des combats, ou alors des montants en puissance explicites, via leurs outils. Quand on prend Usopp, il n'a pas réellement besoin de victoire, car avec un artefact, il aurait un bon niveau. Prenons le 4-0, il a eu un power-up avec Kenma. Avec l'épée, il a eu un meilleur niveau. Et en tout, il a eu 2 power-up, car le Haki des rois est venu plus tard. Sanji a eu un power-up avec le Red Suite, et encore après, avec les gènes liés au Red Suite. On a donc des power-up via outils. Prenons Brook. Brook utilise le froid du royaume des morts. Il pourrait améliorer sa lame, ou alors avoir une meilleure lame. Son froid du royaume des morts pourrait être plus performant. Un combat n'est pas obligatoire. Un power-up via outil est suffisant. Parfois, de simples démonstrations suffisent. Sur Elbaf, on pourra avoir de tout nouveaux matériaux. Des matériaux que l'on ne trouve que sur Elbaf. Même le GN n'en aurait pas. Des matériaux extrêmement résistants, avec des pouvoirs particuliers, ou autres. Usopp combat avec des graines. Il a des graines très efficaces. Contre Daruma, il utilisa Toile verte fatale. Impact Wolf. Une petite bille a créé un énorme loup. Il pourrait donc avoir des graines particulières qui augmentent sa puissance. Il pourrait avoir des graines extrêmement performantes. Elbaf est le pays des géants. Le pays est donc très grand. Les graines peuvent s'y trouver en abondance. Il pourrait avoir un stock pour la fin de l'aventure. Elbaf est l'un des derniers arcs. C'est peut-être l'ultime arc de préparation. On se prépare pour le conflit qui impactera le monde entier. Après l'arc du futur, l'arc du passé, pour revenir au présent et changer le monde à tout jamais. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.